Salut les investisseurs, cette vidéo est dédiée aux investisseurs débutants qui s'apprêtent à réaliser leur première visite d'un investissement immobilier qu'ils comptent acheter ou qui simplement les intéresse. Premièrement, lorsque vous allez visiter votre bien immobilier, vous devez vous pencher sur l'électricité. J'ai ici mon ordinateur dans les mains parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et je ne peux pas toutes les retenir de tête. Quoi qu'il arrive, ce que j'ai sous les yeux, je l'ai également écrit en description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à le copier-coller pour que vous en fassiez des notes, une sorte de checklist que vous pouvez avoir pour justement ne rien oublier lorsque vous serez en visite terrain. Comme je le disais, l'âge de l'installation est extrêmement important parce que en fonction de sa vétusté, il peut y avoir un coût plus ou moins important pour la remettre aux normes. Est-ce qu'on est sur des disjoncteurs qu'il faut simplement relever ou est-ce qu'on est encore sur des systèmes avec des fils entourés de coton et des disjoncteurs en plomb, en vrai plomb? Donc voilà, est-ce que l'installation électrique va avoir besoin d'une grosse rénovation ou pas? Ensuite, est-ce qu'on a affaire à une installation qui est encastrée ou est-ce qu'elle est apparente? Si elle est apparente et que vous souhaitez l'encastrer, il y aura un gros billet à dépenser parce que lorsqu'il faut encastrer à la rainureuse la totalité des fils qui doivent desservir l'électricité dans un appartement, ça peut vous coûter extrêmement cher, donc regardez-le. Vous pouvez également louer un appartement avec une électricité apparente, mais attention, c'est un petit peu moins qualitatif et ça tient un petit peu moins bien dans le temps. Ensuite, combien de prises y a-t-il par pièce? Si vous êtes dans une cuisine et qu'il n'y a qu'une seule prise sur la paillasse, eh ben, ça ne fait pas beaucoup pour brancher une bouilloire, un grille-pain, une cafetière, un robot ménager, etc. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs prises sur une paillasse de cuisine. Sinon, moi, lorsque j'étais étudiant, il y avait une paillasse de cuisine, il y avait une prise, il y avait une multiprise sur laquelle je branchais absolument tout et 2 fois par jour, ça disjonctait parce que je ne pouvais pas faire bouillir de l'eau pour mon café le matin en même temps que je me faisais griller des tartines. Donc, faites attention à ça parce que ce genre de petit inconvénient, à la longue, peut venir augmenter le turnover de votre appartement. Ensuite, y a-t-il dans les pièces un point lumineux central, un point lumineux en applique ou est-ce qu'il y a simplement des prises commandées? C'est-à-dire qu'il y a une lampe qui est branchée sur une prise secteur et cette prise est commandée par un interrupteur. Voilà, regardez un petit peu comment ça se passe parce qu'en fonction des pièces, en fonction du type d'éclairage que vous avez, ça peut plaire ou ne pas plaire. Y a-t-il également ce qu'on appelle une prise de force dans la cuisine pour permettre de brancher une cuisinière avec un four électrique et 4 ronds électriques? Ça consomme énormément d'énergie également. Est-ce que le tableau électrique peut accueillir pour la cuisine un four traditionnel avec des plaques à induction? Une plaque à induction, lorsque vous mettez les 4 ronds électriques à la puissance maximum, à la puissance boost par exemple, on peut arriver à sortir 7 à 8000 watts, ce qui fait 8 kW, ce qui est absolument énorme. Donc il faut avoir un disjoncteur qui est dimensionné pour ça. Attention car ça peut être un détail important pour votre locataire. Vous et moi, on sait bien qu'on n'utilise jamais à la puissance maximum les 4 ronds électriques d'une plaque à induction, sauf si on veut faire bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes pour 40 personnes. Mais ça, évidemment, ça n'arrive absolument jamais. Ensuite, portez votre attention sur la qualité de la plomberie. Est-ce qu'on est sur une plomberie traditionnelle, donc une plomberie cuivre, ou est-ce qu'on est sur une plomberie PER de type polyéthylène réticulé? Ce sont tous ces tuyaux en plastique que l'on voit maintenant dans les maisons neuves. Ça fonctionne très bien dans le temps, mais ça peut vous donner une idée de l'époque de rénovation de l'appartement parce que si l'appartement a été rénové entièrement il y a moins de 10 ans, eh bien il y a de grandes chances que vous puissiez trouver dans cet appartement ou dans cette maison des tuyaux en PER. Donc regardez un petit peu parce qu'au niveau des connexions ça peut être différent, au niveau du débit ça peut être un petit peu différent, au niveau de la pression acceptée également. Je vous invite également à regarder les diamètres, les sections des tuyaux d'évacuation. Si on est sur une évacuation de diamètre 50 ou 60 pour un évier, pour un lavabo, pour un lave-linge, etc., c'est très bien. En revanche, si on a une évacuation en 60 pour des toilettes, ça veut dire forcément qu'on a un sanibroyeur. Un sanibroyeur, c'est une source de panne. Il y a des sanibroyeurs de grandes marques qui coûtent très très cher. Mais si votre locataire, il a un enfant comme moi qui va aller mettre des Legos dans les toilettes ou qui va aller mettre des choses qui vont complètement casser le sanibroyeur, ça va être une source de panne, ça va être une source d'embêtement pour vous. Donc moi vraiment, je vous recommande de ne jamais utiliser pour vos appartements locatifs un sanibroyeur. Si vous voulez agrandir votre résidence principale en y mettant un sanibroyeur, après tout c'est votre usage personnel, vous savez ce que vous mettez dans les toilettes, donc vous n'aurez pas de panne et ça marchera très très bien. Une fois de plus, ici, ne prenez jamais
le bas de gamme ni la moyenne gamme. Prenez que du haut de gamme lorsqu'on parle de saline broyeur, sinon ça va être catastrophique. Donc vraiment, faites attention à ça. Autre point important auquel on ne pense jamais, faites couler et testez les évacuations des toilettes, des lavabos, des lave-mains, de la cuisine. Si dans la cuisine, il y a 2 bacs dans l'évier, vérifiez que l'eau s'écoule bien dans les 2 bacs. Et si jamais l'eau est coupée, comme ça arrive très souvent, dites au propriétaire ou à l'agent immobilier qu'il n'y aura aucune signature de quelque nature que ce soit si vous n'avez pas testé et validé que toutes les évacuations fonctionnent très bien. Et il faut faire couler une bonne quantité d'eau parce que s'il y a un bouchon et que celui-ci est situé assez loin dans les canalisations, il faut bien sûr attendre que toutes ces canalisations se remplissent pour voir si ça s'écoule ou non. Donc moi je vous recommande, alors ça gaspille de l'eau, c'est très dommage, mais je vous recommande quand même de faire couler au moins 5 minutes chaque robinet. Ça va consommer de l'eau. 1 mètre cube d'eau, ça coûte 3 €. Donc si le propriétaire est contre cette idée, vous pouvez tout à fait vous retenir de signer. Mais sachez bien que si un appartement est resté vacant pendant un certain temps, qu'il n'y a pas eu d'écoulement d'eau, il peut y avoir la naissance de champignons dans les canalisations, ce qui n'est pas forcément très grave, mais ça peut tout à fait boucher la canalisation et empêcher l'écoulement normal de l'eau. Donc faites attention à ça parce que lorsque vous allez venir avec un plombier qui va avec sa queue de cochon déboucher une canalisation, ça peut vous coûter très cher. Donc faites attention parce que si jamais les canalisations sont bouchées, vous pouvez très bien écrire dans la promesse de vente ou dans le compromis de vente une condition suspensive comme quoi le vendeur s'engage à rétablir le parfait écoulement des canalisations d'évacuation avant la signature de l'acte authentique. Donc mettez-le, comme ça vous êtes sûr et certain que ce sera une prestation qui ne sera pas à votre charge. Également, portez votre attention sur la robinetterie. Lorsque vous allez mettre toute l'installation en pression, vous allez ouvrir les robinets et là vous allez les refermer. Et si l'installation résiste bien à la pression du réseau de ville, eh bien vous allez tout simplement surveiller s'il y a un goutte à goutte qui se met à couler au niveau des robinets. Regardez également le groupe de sécurité, le dispositif de sécurité qui équipe tous les chauffe-eau parce que là aussi ça peut s'entartrer, ça peut être une source de problème, une source de fuite, une source de surcoût financier et également une source d'écoulement d'eau à un endroit où ce n'est pas prévu avec infiltration, problème avec le voisinage, problème avec la copropriété, etc. Donc faites vraiment attention à ça. L'eau, c'est l'ennemi numéro 1 du bâtiment, donc faites vraiment attention à ça. Et enfin, pour terminer sur l'eau et l'humidité, regardez sous les meubles de salle de bain, sous l'évier de la cuisine. Si vous ouvrez les portes et que ça sent l'humidité, eh bien ce n'est pas bon parce que l'eau arrive par des tuyaux, est évacuée par les tuyaux d'évacuation. S'il y a de l'eau qui sort quelque part, il va y avoir de la moisissure, ça va sentir l'humidité ou le pourri. Et donc si vous avez une odeur nauséabonde qui s'échappe du dessous d'un évier de cuisine, eh bien c'est qu'il y a humidité, donc il y a fuite, donc il va falloir aller investiguer un peu plus loin. Passons maintenant aux fenêtres. Vous ne devez pas fuir les appartements qui sont équipés d'un simple vitrage. Vous devez simplement budgétiser dans vos travaux le remplacement de ces fenêtres. Si c'est du simple vitrage avec un format plutôt standard, ça va coûter en moyenne 500 € fourniture et pose. En revanche, si on est sur des baies coulissantes ou des baies vitrées un peu plus grandes, on peut aller jusqu'à 1200, 1500 €. Et si on est sur du sur-mesure, ça peut coûter encore un petit peu plus cher. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, munissez-vous d'un mètre lorsque vous allez visiter un bien immobilier. Prenez les dimensions des fenêtres. Allez dans un magasin de bricolage, Castorama, Leroy Merlin, n'importe lequel, La Paire, ce que vous voulez. Vous donnez les dimensions et là, un commercial va vous dire, fenêtre par fenêtre, quel est le prix de fourniture, de pose, quel est le délai. De cette manière, vous allez pouvoir estimer finement le montant des travaux pour le remplacement des fenêtres de votre investissement. Petite astuce, si jamais vous achetez un appartement qui est situé dans une grande copropriété, sachez que le remplacement des fenêtres peut être soumis à accord du conseil syndical. Seulement, parfois, le conseil syndical a arrêté un modèle de fenêtre par lequel vous devrez remplacer les fenêtres de votre appartement pour ne pas changer l'aspect extérieur du bâtiment. Dans ces cas-là, ce que je vous recommande de faire, vous prenez contact avec le syndic, vous dites voilà, je suis propriétaire ou je me porte acquéreur pour un appartement dans cette copro dont vous avez la gestion. Je sais que je dois changer la totalité des fenêtres. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une entreprise qui a l'habitude de remplacer des fenêtres dans cette copropriété-là? Et ce qui est fabuleux avec cette méthode, et ça m'est arrivé pour un appartement que je possède avec mes frères en région parisienne, c'est que la personne n'a même pas à se déplacer. Elle sait quel type d'appartement vous avez, elle sait le nombre de fenêtres, elle connaît déjà les dimensions. Elle va peut-être même vous dire de tête quel est le montant TTC à l'euro près qu'elle va vous demander pour remplacer la totalité
des fenêtres de votre appartement. De cette manière, vous pouvez avancer vite et mettre le poste fenêtre de côté. Maintenant, j'en arrive à un point qui est malheureusement trop souvent oublié de la part des jeunes investisseurs, c'est la qualité et le chauffage du bien en question. Lorsque on visite un appartement, vous devez porter votre attention systématiquement sur le chauffage. Est-ce que c'est électrique individuel avec des grippins sous les fenêtres, donc les petits radiateurs électriques? Est-ce qu'on est sur des radiateurs à bain d'huile, un petit peu plus haut de gamme? Est-ce qu'on est sur un chauffage central au gaz? Depuis combien de temps cette installation chauffage au gaz a-t-elle été entretenue ou n'a pas été entretenue? Combien de temps a-t-elle fonctionné? Est-ce qu'on est sur un chauffage au fioul? Est-ce qu'on est sur un chauffage collectif? Voilà. Donc, ce sont toutes les questions que vous devez poser. Et là aussi, quelque chose d'important, c'est que si jamais vous achetez un bien immobilier qui est en vente depuis 3 ans avec une chaudière gaz, il peut être risqué de démarrer la chaudière alors qu'un professionnel ne l'a pas vérifié. Je vous encourage vivement à faire venir un plombier chauffagiste qui va venir, qui va la mettre en route. Et s'il y a le moindre danger, vous avez un professionnel du gaz qui est là. C'est lui qui va ouvrir la vanne, c'est lui qui va faire les différents contrôles techniques pour voir si votre chaudière a besoin ou non qu'on change les injecteurs, les différents capteurs, les différentes sondes, parce qu'il peut être vraiment dangereux de mettre en place un locataire dans un logement dans lequel la chaudière gaz n'a pas été contrôlée. Il peut y avoir un dégazement de monoxyde de carbone et vous pourriez être tenu responsable s'il y a un accident. Donc, faites venir un plombier chauffagiste. Il va rester 1 heure le temps de vérifier. Ça va vous coûter 150 €. Mais là, une fois de plus, si vous n'êtes pas prêt à dépenser 150 € pour acheter un investissement locatif, entre nous, il vaut mieux que vous arrêtiez là tout de suite parce que vous allez forcément devoir faire des petites dépenses. Même si vous allez pouvoir emprunter la totalité avec des bonnes méthodes auprès de la banque, avec des méthodes de financement, avec un choix fiscal, avec différentes stratégies, vous devrez quand même, à un moment donné, accepter de mettre la main à la poche pour faire venir un expert en chauffage, un expert en structure du bâtiment, parce que si vous avez le moindre doute sur la qualité de l'investissement que vous êtes en train de réaliser, vous n'allez pas être serein. Donc je vous conseille vraiment d'investir en bon père de famille, de prendre toutes les précautions d'usage et de vous appuyer sur les professionnels du métier pour ne pas prendre de risques. Maintenant, on passe à la salle de bain. La salle de bain, c'est un élément clé. Ce qui est bien avec une salle de bain, c'est qu'on peut la moderniser à moindre frais. On peut remplacer le carrelage ou repeindre le carrelage. On peut supprimer la baignoire, ce que je vous conseille parce qu'aujourd'hui, une baignoire, ça n'intéresse quasiment plus personne. Mais vous pouvez mettre un WC suspendu, vous pouvez mettre un nouveau meuble vasque, vous pouvez mettre un nouveau miroir, un nouvel éclairage, un chauffe-savette électrique. Mais voilà, le budget maximum pour la rénovation d'une salle de bain, ça va être entre 2000 et 2500 €. Sauf s'il y a vraiment tout à refaire, on va tirer vers 5000 €. Mais ça va vraiment être un maximum pour une salle de bain. Et le dernier point, on est sur la pièce qui est le pendant de la salle de bain, c'est la cuisine. C'est les 2 pièces de l'appartement sur lesquelles vous n'avez pas le droit de vous rater. Si votre cuisine est vieillotte, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à louer votre appartement. Donc, n'hésitez pas, vous retirez tous les vieux meubles, vous mettez une belle cuisine Ikea ou une cuisine Brico Dépôt ou une cuisine Castorama ou ce que vous voulez, mais mettez une cuisine au goût du jour et surtout, équipez-la. Mettez des plaques électriques, mettez un four encastré et laissez également un emplacement de 60 cm, c'est un module standard, pour insérer soit un lave-linge, soit un lave-vaisselle. Et pensez également à demander à votre plombier, souvent il va vous le proposer si c'est vraiment un pro, de rajouter une arrivée d'eau ainsi qu'une évacuation. Car pour faire fonctionner un lave-linge comme un lave-vaisselle, vous le savez comme moi, il faut avoir une arrivée d'eau et une évacuation. Et si la cuisine s'y prête, eh bien laissez un double espace sous la paillasse pour mettre, pourquoi pas, un lave-linge et un lave-vaisselle parce que votre locataire en aura très probablement l'usage. Voilà chers amis, j'en ai terminé avec tous les points sur lesquels vous devez attirer votre attention. Je vous le rappelle, vous pouvez télécharger la checklist que je vous mets ici qui recueille la totalité des questions et des points d'attention sur lesquels vous devez vous focaliser lorsque vous êtes en mode prospection immobilière. N'oubliez pas de prendre des photos, des vidéos, de bien classer. Vous êtes un investisseur intelligent, alors agissez comme tel. Chers amis, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!